Salam alaikum. Donc, je me présente, le professeur El Hassan Hafid de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Donc, je vais présenter le cours de S3, de l'échantillonnage et estimation. Donc, je tiens à informer les étudiants que ce cours s'adresse à tous les étudiants de toutes les sections. Donc, je le répète, ce cours d'échantillonnage s'adresse aux étudiants de toutes les sections. Donc là, le premier chapitre serait traité par moi-même, et donc le deuxième chapitre serait assuré par le professeur Belbouk El-Mounir. Le troisième chapitre serait assuré par le professeur Goher Nordin. Donc pour ce qui est du plan de cours, donc le chapitre 1 va traiter les lois usuelles continues. Le chapitre 2 va traiter l'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, etc. Et puis le chapitre 3, les méthodes d'estimation. Donc, je répète, le chapitre 1 va être traité par le professeur El Hassani Hafid, le deuxième chapitre va être traité par le professeur Belbouk El-Mounir, et le troisième chapitre sera traité par le professeur Goher Nordin. Donc, entamons notre premier chapitre qui porte sur les lois usuelles continues. Donc, la première loi qu'on va voir, qui est une loi très importante, c'est la loi normale, qu'on appelle aussi loi de Laplace ou loi gaussienne. Donc c'est la loi qui reflète un petit peu tous les phénomènes normaux de la vie, que ce soit le poids, la taille, la durée de vie, etc. Donc toutes les variables normales qui peuvent survenir dans notre vie. Donc on va commencer d'abord par définir cette loi, donc, par sa fonction de densité. Donc, tout d'abord, petit 1, fonction de densité de loi normale. Donc, comme vous le savez, à la suite du cours de l'année dernière, donc une fonction, plutôt une loi, il est déterminé d'abord par sa fonction de densité. Donc, une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres mu et sigma. Mu, c'est l'espérance, et sigma, c'est l'écart type, avec mu appartenant à R et puis sigma appartenant à R étoile plus. Et on note x donc, suit une loi normale, donc on met la flèche, une flèche suit une loi normale, n, de moyenne mu et d'écart type sigma. Si sa densité est donnée par, donc la fonction de densité elle est donnée comme suit, f de x est égal à 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle moins n demi, multiplié par x moins mu sur sigma au carré, quel que soit x appartenant à R. L'espérance de x, on la note E de x, elle est égale à mu. La variance de x est égale à, c'est V de x est égal à sigma carré. Donc, comme vous le savez, la variance, c'est le carré de l'écart type. Donc, cette loi normale, il a une fonction de densité qui a la forme d'une cloche. Une cloche. Donc, on va voir d'abord ses propriétés. Donc, cette fonction de densité vérifie les propriétés suivantes. La courbe de cette loi, de cette fonction de densité, de cette fonction de densité a une forme de cloche. Donc ça veut dire, vous voyez, elle part au moins l'infini, elle part de 0, de quasiment 0, et puis il atteint un max, et puis en plus l'infini, il atteint le 0. La courbe de cette fonction f de densité, c'est-à-dire la courbe de cette fonction de densité, elle est symétrique. Comme vous le voyez, elle est symétrique par rapport à l'axe x égale à mu. Donc vous voyez à partir de la courbe que cette fonction-là, elle est symétrique. Elle est symétrique par rapport à l'axe à la droite x égale à mu. Donc ce qui donne donc, que f2 moins x plus mu égale f de x plus mu, quel que soit x appartenant à R. Donc si vous prenez un point ici par exemple, vous voyez qu'il a la même image que ce point qui est de l'autre côté de mu. Donc f de moins x plus mu égale à f de x plus mu. Une autre propriété, pardon,
Donc, vous voyez, donc la densité, on l'avait vu, l'intégrale de f de x dx, c'est toujours est égal à 1. Donc, l'intervalle de toute, l'intégrale de toute cette fonction densité, c'est égal à 1. Donc, ici, une propriété, puisque la loi est symétrique, donc p de x inférieur à mu, c'est-à-dire cette partie-là, p de x inférieur à mu, cette zone-là, qui est inférieure à mu, donc, il est égal à 0,5. La même chose, p de x supérieur à mu, il est égal à 0,5. Donc, puisque la loi est symétrique, sa fonction densité, il est divisé en deux parties égales. Donc, vous avez p de x inférieur à mu est égal à 0,5, et puis p de x supérieur à mu est égal à 0,5, quel que soit x appartenant à R. De même, vous le remarquez, une autre propriété, la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, donc cette fonction densité, elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. De même, cette fonction f de x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, vous voyez, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Une autre propriété, la courbe a deux points d'inflexion. Donc, comme vous remarquez, la courbe change de concavité en deux points, en ce point-là, et puis il change de concavité de l'autre côté, en ce point-là. Donc, ces deux points-là, ils sont appelés des points d'inflexion et ils sont déterminés par leur valeur x1. x1, ça veut dire cette valeur-là, la projection sur l'axe x, c'est mu moins sigma, et puis la projection de l'autre point d'inflexion, c'est mu plus sigma. Donc ici, c'est mu plus sigma, et ici, c'est mu moins sigma. Autre propriété donc, de cette fonction de densité, donc lorsque x est égal à mu, f de x elle est maximale. Donc lorsque x est égal à mu, je répète, la fonction f de x atteint son maximum. Et ce maximum, il est égal à 1 sur sigma racine, multiplié par racine de 2pi. Donc vous le remarquez, donc si on revient un petit peu à la fonction de densité, si vous remplacez, voilà la fonction de densité, si vous remplacez x par mu, vous allez avoir ici 0, donc exponentielle 0 c'est 1, et donc vous allez avoir 1 sur sigma racine de 2pi. f de x est égal à 1 sur sigma racine de 2pi. Donc, comme vous l'avez vu l'année dernière, la fonction de f est une fonction de densité, donc il vérifie trois conditions, les conditions suivantes qui sont au nombre de 3. Tout d'abord, la fonction f est continue, sauf en un nombre fini de points, donc ça y est, pas de problème. La deuxième propriété de la fonction de densité, c'est que cette fonction de densité est toujours positive, f de x il est toujours supérieur à 0, vous remarquez, la courbe de la fonction de densité elle est au-dessus de l'axe des x, donc ce qui prouve que f de x il est supérieur ou égal à 0. Et puis, la troisième propriété de la fonction de densité, c'est que l'intégrale au moins l'infini à plus l'infini de cette fonction densité de f de x, elle est égale à 1. C'est-à-dire que l'aire de la surface, c'est-à-dire l'intégrale, c'est-à-dire que l'aire qui est sous la courbe, qui est compris entre la courbe et l'axe des abscisses, elle est égale à 1. Donc, sur cette troisième propriété, on a l'intégrale de moins l'infini plus l'infini 1 sur sigma racine de pi exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma au carré. On peut faire sortir le 1 sur sigma racine de 2pi, puisqu'il s'agit d'une constante. On peut la faire sortir de l'intégrale. Donc on aura 1 sur sigma racine de pi, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré, dx qui est égal à 1. Et donc, on peut faire passer le sigma racine de pi de l'autre côté. Donc on aura l'intégrale de moins l'infini plus l'infini exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré d de x est égal à sigma racine de pi. Ça c'est juste une remarque qui provient de la troisième propriété qui est l'intégrale de f de x dx égale à 1. Donc maintenant on va voir la fonction d'une loi normale.
Donc la fonction de répartition de la loi normale se présente comme suit. Donc, comme toute fonction, la fonction de répartition, elle représente la probabilité en quelque sorte. Et donc une probabilité elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc en moins l'infini, la valeur de f de x elle est presque égale à 0. Et puis en plus l'infini, elle est presque égale à 1. Donc la fonction de répartition, elle varie de 0 à 1 lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc je répète, lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini, la fonction répartition f de x, elle varie de 0, voilà 0 en moins l'infini, à 1 en plus l'infini. On va voir un petit peu les propriétés de cette, aussi de cette fonction de répartition. Donc f de x, il est défini par, c'est l'intégrale de moins l'infini à x, f de t d de t. Ça veut dire que, qui est égal aussi, c'est la probabilité que x soit inférieur à x, grand X soit inférieur à petit x. Donc, qui est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. Vous remarquez qu'on a utilisé inférieur strictement et inférieur ou égal. C'est la même chose. Donc, puisque la probabilité en un point, pour les lois continues, c'est égal à 0. La probabilité en un point, c'est égal à 0. C'est l'intégrale de xx, f de t d de t, et l'intégrale de f de x, l'intégrale entre x et x, f de t de t, c'est égal à 0. La même chose pour une constante, si on prend une valeur fixe, a, f de a, c'est l'intégrale de moins l'infini à a, f de t dt, c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à a, ou p de x inférieur strictement à a. Donc, comme je le répète, que vous mettiez inférieur ou égal ou inférieur strictement, c'est la même chose. Donc la limite, voilà. Donc la limite de f de x lorsqu'x tend vers moins l'infini, vous remarquez sur la courbe que la limite en moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, elle tend vers 0. Donc la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et puis la limite lorsque x tend vers plus l'infini, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc vous remarquez ici que lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x tend vers plus l'infini, voilà, là vous avez f de x, il s'approche de la droite y égale à 1. Maintenant, on va calculer, donc si on veut par exemple calculer la probabilité pour que x, donc la fonction de répartition, elle est définie pour les valeurs inférieures. Pour les valeurs inférieures, vous avez f de x est égal à p de x inférieur, toujours inférieur à une valeur. Maintenant, si on veut calculer p de x supérieur ou égal à une valeur a, une constante, donc c'est la même chose, comme je vous ai dit, inférieur ou égal, ou plutôt supérieur ou égal ou inférieur ou égal, c'est la même chose. Donc c'est la même chose que p de x supérieur strictement à a. Donc ça serait quoi? C'est l'intégrale de a à plus l'infini, f de t de t. Et donc ça c'est quoi? C'est 1. Donc si vous prenez p de x supérieur à a, c'est 1 moins p de x inférieur à a. Donc moi je veux, par exemple, voilà a, je veux p de x supérieur à a, cette zone-là. Donc c'est 1 moins, donc c'est parce que toute la fonction densité, pour toute la fonction densité c'est 1, c'est-à-dire l'ensemble de moins l'infini à plus l'infini c'est 1. Et donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini c'est 1. Donc c'est 1 moins p de x inférieur à a. Donc c'est 1 moins l'infini à a, f de t de t. Et donc en fin de compte c'est 1 moins f de a. Donc vous voyez que p de x supérieur à a, c'est 1 moins f de a. Et p de x inférieur à a, c'est f de a. Maintenant, si on cherche à calculer la probabilité pour un intervalle, donc p de x compris entre a et b. Donc je répète toujours, inférieur ou égal ou inférieur strictement, c'est la même chose. Donc dorénavant, on va travailler avec inférieur ou égal et éviter les deux cas. Donc p de x compris, p de x compris entre a et b, donc c'est l'intégrale de a à b de f de t d de t. Donc on peut écrire autrement, c'est l'intégrale de moins l'infini b f de t de t moins f moins l'intégrale de moins l'infini à a f de t dt, qui est égal à p de x inférieur ou égal à b. Donc vous voyez toujours directement, sans passer par les intégrales, vous allez mettre c'est p de x inférieur à b, la borne supérieure, moins p, la probabilité de x inférieure à a, qui est la borne inférieure. Donc je répète, en général, lorsque vous avez une probabilité d'un intervalle, p de x comprise entre a et b, donc c'est p de x
inférieur à B moins P de X inférieur à A, c'est-à-dire ce F de B, qui est B, c'est la borne supérieure, moins F de A qui est la borne inférieure. Maintenant, on va voir quelques propriétés sur les lois normales. Donc, si on a X suit une loi normale, alors la combinaison Y qui est égale à AX plus B, avec A et B sont des constantes, suit aussi une loi normale. Donc, la variable Y qui est égale à AX plus B, il suit aussi une loi normale, dont l'espérance, c'est A fois l'espérance de X, c'est A nu, et, plus B, et la variance, et l'écart type, c'est la racine carrée de A carré sigma carré. Donc les calculs peuvent être facilement faits parce que l'espérance, d'après les lois que les règles que vous avez vues sur l'espérance et la variance. Donc, deuxième propriété, si on a deux lois normales, donc x1 qui suit une loi normale d'espérance nu1 et d'écart type sigma 1, et une autre loi x2 qui suit une loi normale nu2 avec un écart type sigma 2, et que les deux lois sont indépendantes, alors la combinaison y qui est égale à ax1 plus a2x2, c'est-à-dire toute combinaison des deux lois, c'est sous la forme ax1 x1 plus a2x2, il suit aussi une loi normale, dont l'espérance c'est a1 nu1 plus a2 nu2, et dont l'écart type c'est la racine carrée de a1 au carré sigma 1 au carré plus a2 au carré sigma 2 au carré. Donc pour ce deuxième cas, donc, par exemple si vous avez x1 x2 sont deux lois normales et qu'elles soient indépendantes, la somme est une loi normale, la différence est une loi normale, et donc toute combinaison sous la forme a1 x1 plus a2 x2 est une loi normale dont les paramètres sont déterminés comme suit. L'espérance c'est a1 nu1 plus a2 nu2, et puis l'écart type c'est a1 au carré sigma 1 au carré, a2 au carré sigma 2 au carré. Donc plus généralement, lorsqu'on a n lois normales, donc x1, x2 jusqu'à xn qui sont des lois normales, de moyenne mu, chacune, ils ont une espérance qui est la même, et d'écart type sigma. Tel que chaque xi suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Alors, la somme de ces lois, c'est-à-dire de ces lois normales, est aussi une loi normale dont l'espérance c'est n fois mu, parce que si vous appliquez la deuxième règle, vous allez faire la somme, donc nu1, nu plus nu plus nu, nu, donc ça fait nu1 plus nu2 plus nu2 jusqu'à nu n, donc les mu sont toutes égales, donc on aura n mu. Et puis, la même chose, vous aurez A1, les AI sont égales à 1, et donc vous aurez sigma 1 au carré plus sigma 2 au carré jusqu'à sigma n au carré. Et si on met la racine, donc on aura n, la racine de n sigma carré, ce qui fait la racine de n fois sigma. Donc si on a, je répète, si on a n lois normales qui ont toutes les mêmes paramètres mu et sigma, leur somme est une loi normale qui suit une loi normale dont les paramètres sont n nu et racine de n fois sigma. De cette propriété, on peut tirer, si on divise par n, c'est-à-dire cette somme par n, on aura sigma de xi sur n, c'est-à-dire x1 plus x2 jusqu'à xn sur n. Il suit aussi une loi normale, mais cette fois-ci de moyenne mu, parce qu'on a divisé par n. Et au lieu d'avoir n racine de n sigma, on va diviser par n, on aura sigma sur racine de n. Donc la moyenne, en quelque sorte, de ces lois est une loi normale de moyenne mu, et dont l'écart type, c'est sigma sur la racine de n. Remarque. Donc, la loi normale générale n'admet pas de table. Donc, on va le voir, toutes les lois peuvent être transformées en une seule loi qu'on va appeler par la suite la loi normale tablée, la loi normale centrée réduite. Mais en général, une loi normale n'a pas de table. Donc, on dit qu'il n'est pas tabulé. Donc, puisqu'il n'a pas de table, on dit qu'il n'est pas tabulé. Donc, la loi normale, donc, comme je l'ai répété, donc, elle sert à modéliser un petit peu tous les phénomènes réguliers, normaux, qui sont dans la vie,
Donc, sert à modéliser de nombreuses variables relevant de la logique et du régulier. Par exemple, la taille des personnes, leur poids, la note des étudiants, le nombre d'heures de sommeil, le quotient intellectuel, etc. Donc, c'est une loi qui reflète un petit peu les caractères normaux de la vie. Donc, après cette présentation de la loi normale qui est générale, maintenant on va passer à ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite, avec laquelle, qui est tabulée, qui a une table et qui fait l'étude de beaucoup d'études, qui fait le sujet de beaucoup d'études. Donc voilà, on va commencer d'abord par définir cette loi, comment on arrive à avoir une loi normale centrée réduite. Définition. Soit X, une loi normale, donc X suit une loi normale générale, de moyenne mu et d'écart type segment. On effectue le changement suivant. Donc on va poser U, c'est-à-dire une nouvelle variable U, qui est égale à X, c'est la première variable, moins l'espérance, divisé par l'écart type qui est sigma. Donc le fait de poser U égale X moins mu sur sigma donne X égale, c'est sigma fois U plus mu. Donc si on procède à la dérivée, on effectue la dérivée, on aura d de X égale, donc la dérivée de sigma mu, puisque sigma est une constante, on aura sigma d de U. Et mu est une constante, sa dérivée est nulle. Donc on aura d de X égale à sigma d de U. Ce qui donne, donc d de X égale sigma d de U, ça veut dire que d de U égale d de X sur sigma. Donc on a, après ce changement de variable, on va maintenant revenir à l'intégrale de la fonction de densité. Donc l'intégrale de moins l'infini plus l'infini f de x de x, comme on le sait, elle est égale à 1. Donc on va remplacer f de x par le f de x, qui est une loi normale générale. On va la remplacer par sa valeur. Donc c'est 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle moins 1 demi, x moins mu sur sigma, le tout au carré, fois d de x, qui est égal à 1. Donc on va faire sortir un petit peu la constante 1 sur racine de 2pi. On va la faire sortir de l'intégrale. Et puis on va diviser d de x par le sigma. Le sigma qui reste, on va le mettre sous le d de x. Donc on aura 1 sur racine de 2pi, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, exponentielle moins 1 demi, x moins mu sur sigma, le tout au carré, d de x sur sigma. Donc est égal à 1. Donc vous voyez, jusqu'ici, on n'a rien fait, on a juste réparti un petit peu les variables. Donc ce qui donne, donc ici, vous voyez, vous avez x moins mu sur sigma. On va la remplacer par quoi? Par mu, la variable u. Donc on aura ici exponentielle de moins 1 demi u carré. Donc u, il remplace x moins mu sur sigma. Donc on aura exponentielle de moins 1 demi u au carré. Et puis, vous voyez ici le d de x sur sigma. Le d de x sur sigma, il est égal à d de u. Donc voilà, on aura d de u. Donc je répète, x majuscule, elle représente la variable, alors que petit x, elle représente la valeur de la variable. La même chose pour u, grand U, elle représente la variable, alors que la petite u, elle représente la valeur de la variable. Donc on aura en fin de compte l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, f de u d de u est égal à 1. Avec f de u est égal à 1 sur racine de 2pi, exponentielle moins 1 demi u au carré. Donc on a maintenant une forme très simple de la fonction densité. Donc voilà une forme très simple de la fonction densité qui a été déjà vue au départ. Et donc, vous remarquez que cette nouvelle fonction densité qu'on a obtenue, cette nouvelle fonction après le changement de variable qu'on a effectué, on va maintenant calculer l'espérance de u. Donc l'espérance de u, c'est quoi? Donc on va remplacer u par sa valeur, c'est quoi? C'est l'espérance de x moins mu sur sigma. Comme vous voyez, comme vous le connaissez, l'espérance de a fois x, c'est a l'espérance de x. Et l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Donc on va effectuer ces formules-là. Donc on va faire sortir le 1 sur sigma, qui est une constante de l'espérance. On aura 1 sur sigma, l'espérance de x moins mu. Et l'espérance d'une somme, ou bien d'une différence, c'est la différence des espérances. Donc on aura 1 sur sigma,
l'espérance de x moins l'espérance de mu. Comme vous le savez, le mu est une constante et donc son espérance c'est elle-même. L'espérance de mu c'est elle-même. Et l'espérance de x, par définition, l'espérance de x c'est mu. Parce que x suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Donc on aura 1 sur sigma, on va remplacer e de x par sa valeur c'est mu, et puis l'espérance de mu qui est une constante c'est mu. Donc on aura mu moins mu c'est 0, donc on aura 0. Donc l'espérance de cette nouvelle fonction densité, elle est égale à 0. De même, De même, pour la variance, la variance de U, c'est la variance de x moins mu sur sigma. La variance de AX, c'est A carré fois la variance de x. Donc on va faire en sorte que ça soit... Donc on va faire sortir le 1 sur sigma carré, 1 sur sigma carré, voilà. La variance de x plus mu. Donc la variance de x plus mu, de x moins mu, pardon, c'est la variance de x plus la variance de mu, d'après les règles de la variance. Et donc, la variance de x, on l'a déjà, c'est sigma carré, voilà, c'est sigma carré. Et la variance de mu, qui est une constante, la variance d'une constante, c'est toujours égal à 0. Donc la variance de mu, elle est égale à 0. Donc on aura 1 sur sigma carré multiplié par sigma carré plus 0, entre parenthèses. Donc on aura sigma carré sur sigma carré, ça va donner 1. Donc la variance de cette nouvelle fonction de densité, elle est égale à 1. Donc, vous voyez ici qu'on a, pour faire le changement de variable, on a retranché l'écart type, on a retranché l'espérance et on a divisé par l'écart type. Donc, quand on retranche l'espérance de la variable, cette opération s'appelle, donc la nouvelle variable s'appelle une variable centrée. C'est-à-dire qu'on va centrer la variable parce qu'on a retranché de la variable son espérance. Donc, lorsqu'on retranche l'espérance de la variable, cette opération s'appelle centrage de la variable. C'est-à-dire on arrive à centrer la variable. De même, lorsque on divise par sigma la variable centrée, lorsqu'on prend la variable centrée et on la divise par sigma, cette opération s'appelle réduction. Donc, s'appelle variable centrée réduite. Donc, lorsqu'on divise par sigma, c'est-à-dire qu'on a effectué une réduction. On a réduit la variable. Donc, s'appelle variable centrée réduite. Donc, lorsqu'on divise x moins mu par l'écart type. Donc, on dit que U est une loi normale centrée réduite et on note donc la nouvelle loi s'appelle une loi normale centrée réduite parce que vous voyez qu'on a obtenu cette nouvelle loi, il a une espérance qui est égale à 0, voilà, égale à 0. Et puis il a un écart type, plutôt une variance est égale à 1, et donc puisque la variance est égale à 1, la racine de 1 c'est 1. Donc il a un écart type égal aussi à 1. Donc si sa densité de probabilité s'écrit sous la forme, donc voilà, la nouvelle fonction centrée réduite, donc il a la forme f de u égale 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 u carré. Donc c'est la forme réduite de la densité de la loi de u. Donc on va voir maintenant les règles de calcul de cette nouvelle loi qui est la loi normale centrée réduite. Donc cette nouvelle loi qui est la loi normale centrée réduite, elle a une table, elle est tabulée. Donc c'est la loi avec laquelle on va travailler régulièrement dans les exercices et partout. Donc soit x une variable qui suit une loi normale, x, donc x suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Donc si u égale x moins mu sur sigma, donc alors avec petit z, z c'est la valeur de la variable u, c'est la valeur de la variable u. Donc est égal à x moins mu sur sigma. Alors u suit une loi normale 0,1. Donc si on a x qui suit une loi normale mu sigma, alors u qui est égal à x moins mu sur sigma, il suit une loi normale d'espérance 0 et d'écart type égal à 1. Donc vous voyez, lorsqu'on centre, c'est-à-dire on retranche l'écart type, l'espérance et on divise par l'écart type, on obtient une loi normale centrée réduite.
Donc la fonction de répartition de U, on va la noter pi. Donc juste pour la distinguer en général des autres lois F, on va la noter dorénavant pi, la fonction répartition de la loi de U. Donc d'après la définition de la loi de F, on a P de U inférieur ou égal à Z est égal à pi de Z. Donc on va voir maintenant quelques règles de calcul. Donc quelques règles de calcul pour les valeurs non centrées et non réduites. Donc on va voir rapidement. Donc P de X, donc soit A une constante supérieure strictement à 0. Donc la première règle, P de X inférieur ou égal à A. Donc lorsqu'on a toujours des valeurs pour des lois qui ne sont pas centrées et réduites, on doit toujours centrer et réduire. Donc la première des choses, pour calculer P de X inférieur à A, on doit centrer et réduire. C'est-à-dire on doit retrancher l'espérance et diviser par l'écart type. Donc si on retranche une valeur positive et qu'on divise par une valeur positive, l'inégalité ne change pas. Donc vous allez avoir x moins mu sur sigma inférieur toujours ou égal à 1 moins mu sur sigma. Donc x moins mu sur sigma, c'est u, d'après la définition. C'est u, c'est la variable u, voilà. Et a moins mu sur sigma, c'est... Voilà, on va la laisser comme ça. Donc on aura... Donc P de U inférieur à 1 moins mu sur sigma. Et c'est quoi par définition? P de U inférieur à quelque chose, c'est pi 2 sur quelque chose. Donc P de U inférieur à U moins mu sur sigma, c'est pi de 1 moins mu sur sigma, qui est égal à pi de Z par définition. Donc P de U inférieur à Z, c'est pi de Z. Donc P de U inférieur à 1 moins mu sur sigma, c'est P de A moins mu sur sigma, qui est égal à pi de Z. Avec Z, bien sûr, est égal à 1 moins mu sur sigma. On va voir P de A supérieur, cette fois-ci, à A. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va transformer en une variable centrée et réduite. C'est-à-dire on va centrer et réduire. Donc, on retranche l'écart type, on retranche l'espérance et on divise par l'écart type des deux côtés de l'inégalité. Donc, on aura x moins mu sur sigma, a moins mu sur sigma. Donc, on aura P de U supérieur à a moins mu sur sigma. Donc, U, il remplace x moins mu sur sigma. Et donc, cette fois, une fois on a transformé, c'est-à-dire on a une loi centrée et réduite, on a centré et réduit. Maintenant, P de U supérieur à quelque chose, c'est 1 moins P de U inférieur à quelque chose. Donc, P de U supérieur à A moins mu sur A sur sigma, il est égal à 1 moins P de U inférieur à A moins mu sur sigma. Donc, on aura en fin de compte 1 moins pi de A moins mu sur sigma, qui est égal à 1 moins pi de Z. Et puis la dernière, donc je m'arrête à ce niveau-là pour cette première séance-là et je vous donne rendez-vous à la deuxième séance. Merci pour votre attention.